Donald Trump menace à nouveau aujourd'hui de foutre une raclée à l'Iran après que l'Iran a attaqué la Jordanie. La fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran est à nouveau menacée. Dans la soirée du 28 juillet, l'Iran a tiré pour la première fois, depuis la pause annoncée par Donald Trump, plusieurs missiles balistiques sur une base militaire américaine en Jordanie. Le commandement central des États-Unis a annoncé que tous les missiles avaient été interceptés, sans victimes. Mais Trump s'est déjà emporté et a déclaré que si cette fois les Iraniens ne concluaient pas d'accord avec lui, alors il est vraiment prêt à déclencher une guerre totale. Spoiler, Trump a déjà proféré de telles menaces à plusieurs reprises, mais il n'y a jamais eu d'escalade. L'importance de l'événement tient au fait que c'est la première attaque de missiles iraniennes contre une base militaire américaine après que Trump a stoppé la campagne militaire pour, selon lui, donner une nouvelle chance à la diplomatie. Et cela s'est produit seulement quelques heures après sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, à la Maison-Blanche. En somme, dans cette édition, nous analyserons ce qui s'est passé, ce que disent les parties et quels sont les scénarios probables de l'évolution future des événements. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, commençons par une chronologie précise car il est important ici de ne pas confondre deux épisodes différents de cette guerre. Ils sont tous les deux liés à une frappe de l'Iran contre la Jordanie, mais aujourd'hui, Trump a un peu tout mélangé et a commencé par exemple à attribuer à la frappe actuelle les pertes subies un peu plus tôt par les militaires américains. Déjà, le 18 juillet, l'Iran a frappé la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie. À la suite de cette frappe, 2 militaires américains ont été tués. Il s'agissait des premières pertes au combat des États-Unis dans cette guerre depuis plusieurs mois, ce qui a poussé Donald Trump à lancer une campagne de frappe aérienne contre l'Iran qui a duré 13 jours. Enfin, plus précisément, à l'intensification de ces frappes. À ce moment-là, en commentant la mort des militaires, Donald Trump disait qu'il se moquait complètement de la déclaration de l'Iran concernant son retrait du mémorandum d'entente signé en juin. Et que cette fois, les États-Unis d'Amérique allaient sûrement écraser l'Iran. Mais 13 jours d'attaques mutuelles se sont écoulés. Et le 24 juillet, un vendredi, Donald Trump a lui-même déclaré qu'une pause avait été annoncée dans les bombardements. Apparemment parce que les Iraniens lui ont de nouveau demandé des négociations. Eh bien, d'après la rhétorique de Donald Trump, il le suppliait littéralement de s'arrêter. Il disait « S'il vous plaît, asseyons-nous à la table des négociations ». Les Iraniens, bien sûr, ont nié cela. Finalement, le 28 juillet, au soir, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a tiré plusieurs missiles balistiques sur la base militaire américaine en Jordanie même. Le commandement central de l'armée américaine déclare « Toutes les missiles iraniens ont été interceptés avec succès. Les forces américaines restent vigilantes et très préparées. » Cette fois, selon les informations disponibles, aucune perte n'a été enregistrée et pas plus de 4 missiles balistiques ont été tirés. Le corps des gardiens de la révolution islamique a ouvertement reconnu que c'est bien lui qui avait mené l'attaque. Le 29 juillet, Donald Trump a promis avec fermeté, je cite, « de foutre une raclée à l'Iran après l'attaque contre les militaires américains en Jordanie. » Voici la suite de sa citation. « Nous allons leur foutre une sacrée raclée. Nous allons leur porter un coup puissant. Ils vont prendre une bonne correction. » Mais soyons honnêtes, Donald Trump a déjà utilisé pratiquement la même rhétorique et les mêmes propos grossiers à l'égard de l'Iran lors des précédentes escalades cette année.
Et en général, toutes ces menaces ne menaient pratiquement à rien. Je vais vous rappeler juste quelques exemples, quelques citations emblématiques de Trump. Le 11 juin, une semaine avant la signature du cessez-le-feu avorté d'ailleurs, Trump a déclaré, je cite, « Si l'Iran n'accepte pas les conditions des États-Unis pour mettre fin à la guerre, nous allons leur botter le cul ce soir. » Ils ne l'ont pas fait. Au début du mois de juillet, Trump a répété, je cite, « Nous avons écrasé l'Iran. Maintenant, ils veulent désespérément conclure un accord. » Il s'est avéré qu'ils ne le veulent pas. Après cela, je rappelle que l'Iran a rompu la trêve et que 13 jours de bombardements réciproques ont commencé. Le 29 juillet, Donald Trump menace à nouveau de foutre une raclée à l'Iran. Et encore plus tôt, en avril, c'était déjà le 2e mois de la guerre là-bas. En avril, lorsque les Iraniens ont pour la première fois totalement bloqué le détroit d'Ormuz, Trump déclarait, je cite, « Ouvrez ce foutu détroit, bande de cinglés, où vous vivrez en enfer. » Mais toutes ces menaces se sont avérées n'être que des paroles en l'air. Voilà déjà 5 mois que ça dure. D'ailleurs, hier, cela faisait exactement 5 mois de guerre des États-Unis contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz est fermé, le programme nucléaire est resté tel quel, aucune des questions soulevées au début de la guerre n'a été résolue. Mais les objectifs de la guerre de Donald Trump n'ont pas été atteints, et voilà qu'après 5 mois, il déclare à nouveau avec force qu'il va foutre une raclée à l'Iran. Mais l'importance de l'attaque actuelle de l'Iran réside aussi dans le fait qu'elle a eu lieu seulement quelques heures après la rencontre de Donald Trump avec Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'était leur première rencontre en personne depuis le lancement conjoint de l'opération militaire contre l'Iran le 28 février. D'ailleurs, sous la précédente émission consacrée à la rencontre entre Trump et Netanyahou, de nombreux Israéliens sont venus commenter, et je dois dire franchement qu'ils m'ont vraiment désagréablement surpris. Vous m'avez carrément choqué. Honnêtement, vous vous en prenez à tout le monde, sans distinction, en utilisant complètement à tort le mot antisémitisme. Vous accusez tout le monde d'antisémitisme, si j'ai bien compris. Cela ne vous importe même pas. Dès qu'il y a la moindre divergence d'opinion avec la vôtre, et en plus, vous n'avez même pas écouté l'émission jusqu'au bout, vous passez immédiatement aux insultes, avec des accusations, avec des menaces, et cela après que j'ai révélé, en principe, ce qui semblait être une information totalement publique sur le conflit entre Trump et Netanyahou. Quand j'ai dit que c'était la première rencontre en 5 mois de guerre, il y a eu énormément d'Israéliens qui ont commencé à m'écrire toutes sortes de malédictions en déclarant que c'était un mensonge. Combien de fois ils se sont parlé au téléphone, mec? Tu comprends pas, ils ont eu 8 rencontres personnelles rien que pendant le 2e mandat de Trump en tant que président. Et comment tout cela annule-t-il le fait que pendant 5 mois de guerre, ils ne se sont pas vus en personne? Comment cela annule-t-il ce fait? Bref, les Israéliens, vous m'avez vraiment choqué. Honnêtement, j'avoue que j'ai été choqué hier. Mais revenons au sujet. La veille, le 27 juillet, Donald Trump a déclaré que les États-Unis entameraient des négociations très approfondies avec l'Iran. Mais il a averti qu'il reviendrait à des actions militaires très sévères si la diplomatie n'aboutit pas. À la question sur la durée accordée aux négociations, Donald Trump a répondu « peu de temps, soit cela ira vite, soit pas du tout ». Et en même temps, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont mené conjointement et leurs frappes, mais cette fois sur une autre cible. Al Jazeera rapporte que mercredi, les militaires américains et saoudiens ont mené des frappes aériennes contre des groupes pro-iraniens dans l'est de l'Irak, en réponse à une série de plus de 30 attaques de drones du corps des gardiens de la révolution islamique contre l'infrastructure pétrolière de l'Arabie Saoudite. À la suite de ces frappes sur 7 provinces irakiennes, au moins 20 personnes ont été tuées et 32 combattants de groupes pro-iraniens ont été blessés. Le porte-parole du ministère de la Défense de l'Arabie Saoudite, le général-major Turki al-Maliki, a déclaré que les attaques contre les installations pétrolières ont été menées par des groupes armés soutenus par l'Iran, précisément depuis le territoire irakien, ainsi que par les Houthis du Yémen. Bref, il est déjà évident que l'Iran concentre ses efforts pour attaquer l'Arabie Saoudite depuis le territoire de l'Irak et du Yémen. Ainsi, la situation au 29 février-juillet
ressemble à peu près à ceci. L'Iran a attaqué une base américaine en Jordanie. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont frappé les forces pro-iraniennes en Irak en réponse aux attaques contre l'infrastructure pétrolière saoudienne. Et au même moment, la dernière initiative diplomatique sur la principale question litigieuse s'est effondrée. Il s'agit du statut du détroit d'Ormuz. Nous allons en parler tout de suite. Les espoirs de règlement de la situation dans le détroit d'Ormuz s'amenuisent. Il s'agit de la proposition d'Oman. Selon Reuters, Oman a présenté à l'Iran un plan visant à créer un mécanisme régional conjoint de gestion du détroit d'Ormuz, sur le modèle du contrôle du détroit de Malacca. Là-bas, je rappelle que l'Indonésie, la Malaisie et Singapour administrent conjointement le transit à travers ce détroit sur la base de contributions volontaires des armateurs. L'Iran a rejeté cette proposition et a déclaré que le détroit lui appartient, et qu'il décidera lui-même, seul, qui et comment pourra le traverser. Désormais, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Kazem Garibabadi, déclare que le schéma de répartition égale du contrôle avec Oman ne correspond pas aux intérêts de l'Iran. Selon lui, tout doit revenir à l'Iran, ou alors rien du tout. Et il se moque complètement du fait qu'Oman, selon cette logique, a exactement les mêmes revendications sur le détroit d'Ormuz que l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a finalement déclaré que le détroit reste fermé. En même temps, la position des États-Unis consiste en un refus catégorique de tout droit ou taxe de transit. Donc le schéma proposé par Oman et l'Iran, avec des contributions volontaires, contredit de toute façon ce que recherche Washington. D'ailleurs, l'Iran devient de plus en plus insolent. Le New York Times écrit que l'Iran a tout de même envisagé une frappe contre l'Ukraine. Selon la publication, Téhéran, après l'attaque contre son navire marchand en mer Caspienne le 25 juillet, a envisagé la possibilité de lancer une frappe au missile contre l'un des ports maritimes ukrainiens. Les sources du New York Times affirment que la frappe attendue aurait eu un caractère symbolique, c'est-à-dire un missile avec une petite ogive, destiné plutôt à montrer une réaction, mais à causer relativement peu de dégâts. Et selon la publication, ces plans ont pour l'instant été suspendus grâce aux efforts diplomatiques. Je rappelle ici que le 25 juillet, les forces ukrainiennes ont frappé un navire iranien en mer Caspienne. À ce moment-là, un marin a été tué et un autre a été blessé. Mais il ne fallait pas traîner là, car ce navire transportait clairement des marchandises militaires vers la Russie. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé une violation de la charte de l'ONU et une tentative d'impliquer l'Europe dans le conflit avec les États-Unis. Cette frappe aurait soi-disant été menée sur ordre d'Israël. Eh bien, ce sont toutes ces absurdités iraniennes. Et après cela, le chef du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Andriy Sybiga, qui, selon Araghchi, aurait qualifié cette attaque d'involontaire. Il dit « Ils ont frappé par accident ». Le New York Times note également qu'après que les États-Unis ont bloqué pour l'Iran l'accès aux ports iraniens dans le golfe Persique, la mer Caspienne est devenue pour Téhéran une route commerciale encore plus importante, avec la Russie crasseuse, à la fois officielle et clandestine. Et c'est précisément sur le commerce clandestin que l'Ukraine a frappé. Un autre front d'escalade au Moyen-Orient est la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Le mouvement houthi yéménite Ansar Allah, soutenu par l'Iran, qui a déclaré un blocus naval de l'Arabie saoudite, envisage d'imposer des frais de passage pour les navires marchands traversant le détroit de Bab el-Mandeb, à l'exception des navires chinois. Autrement dit, les Houthis, à l'instar de leur patron à Téhéran, vont tenter d'établir un contrôle sur la mer Rouge, et s'ils y parviennent, ils essaieront de percevoir des frais auprès des navires, comme l'Iran veut le faire dans le détroit d'Ormuz. En gros, en fait, l'Iran et ses forces supplétives essaient de prendre le contrôle total de deux détroits dans la région, Bab el-Mandeb et Ormuz. Et Trump ne peut rien y faire pour l'instant. L'effet économique de l'ensemble de ces événements est déjà visible sur le marché du pétrole. Sur fond de frappe des États-Unis et de l'Arabie saoudite contre des cibles en Irak
et d'interception de missiles balistiques iraniens. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté mercredi de 3,15 $, soit presque 4%, pour atteindre le niveau de 87 $ le baril. C'est la poursuite d'une tendance plus large, car des semaines auparavant, sur fond de menaces des Houthis, le Brent a dépassé pour la première fois en 2 mois la barre des 100 $ le baril. Les analystes préviennent qu'en cas de mise à exécution des menaces des Houthis, c'est-à-dire si les 2 détroits clés, le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, se retrouvent bloqués en même temps, alors les prix mondiaux du pétrole pourraient réellement grimper jusqu'à 200 $ le baril. Parlons maintenant de ceux pour qui cette escalade n'est pas bénéfique et de ceux pour qui elle crée des opportunités. Pour les États-Unis, poursuivre l'escalade est politiquement inconfortable. La hausse des prix de l'essence frappe les électeurs à la veille des élections de mi-mandat au Congrès. Et selon plusieurs sources, les départements militaires avaient déjà averti d'une pénurie critique de stocks d'intercepteurs de défense aérienne après 13 nuits de frappe en juillet. C'est précisément pour cette raison que Donald Trump, le 24 juillet, a suspendu la campagne de bombardement. C'est précisément pour cette raison que l'attaque du 28 juillet contre la Jordanie le place devant un choix difficile entre sauver la face et revenir à une opération militaire coûteuse. En Arabie Saoudite, l'escalade n'est pas non plus avantageuse. Les attaques contre son infrastructure pétrolière portent atteinte à ses propres revenus d'exportation. C'est pourquoi Riyad a déjà rejoint ouvertement les frappes contre les forces pro-iraniennes en Irak, cherchant tout de même à couper le mal à la racine. Pour l'Iran, au contraire, le maintien du statu quo dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire le contrôle effectif du détroit, est stratégiquement avantageux, car c'est son principal levier de pression. Dans le même temps, une escalade supplémentaire avec les Américains comporte pour Téhéran des risques militaires directs, ce qui explique pourquoi le plan d'attaque contre le port ukrainien a été reporté et non annulé. Des risques militaires directs, ce qui explique pourquoi le plan d'attaque contre le port ukrainien a été reporté et non mis en œuvre. L'Ukraine, dans cette configuration, s'est retrouvée, je dirais, comme un acteur accidentel du conflit, parce que l'épisode en mer Caspienne montre que les actions de Kiev contre la logistique irano-russe créent un facteur supplémentaire, un risque d'escalade distinct du principal. Et tout cela profite aussi à la Chine. En effet, il a obtenu une exemption à la fois de l'Iran et des Houthis du Yémen. Autrement dit, il s'est retrouvé, comme on dit, au-dessus de la mêlée. Et je ne pense pas que ce soit gratuit. J'aurai un épisode séparé à ce sujet. Et ensuite, le premier scénario, c'est la reprise d'une campagne à grande échelle de frappes américaines contre l'Iran. Si Donald Trump considère l'attaque contre la base en Jordanie comme une raison suffisante et décide que la voie du dialogue est épuisée. Eh bien, la rhétorique de Donald Trump après cet incident va dans ce sens, même si des déclarations comme « on va foutre une raclée à l'Iran » ont déjà été faites. Et le deuxième scénario, c'est le maintien du format actuel d'escalade, limité, c'est-à-dire des échanges ciblés de frappes contre des proxys pro-iraniens et des installations dans des pays tiers, comme l'Irak et le Yémen, sans reprise directe de bombardements massifs sur l'Iran lui-même, tout en poursuivant les négociations via Oman. Et puis il y a le troisième scénario. L'extension continue du conflit aux routes maritimes. Si les Houthis mettent leurs menaces à exécution en rendant le passage payant ou en fermant le détroit de Bab el-Mandeb en même temps que le blocus persistant du détroit d'Ormuz. Et tout cela provoquera un double choc énergétique, ce contre quoi les analystes mettent en garde. Et maintenant, beaucoup dépend de ce que décidera Donald Trump, qui recommence à proférer des menaces, qui sont désormais perçues simplement comme des paroles en l'air, qui ne font probablement plus peur à personne. Je ne pense pas que les déclarations de Trump sur le fait qu'on va foutre une raclée à l'Iran effraient encore qui que ce soit. Sur qui cela a-t-il de l'effet ? Expliquez-moi. Résultat. Dans la soirée du 28 juillet, l'Iran a attaqué pour la première fois depuis la pause annoncée par les États-Unis une base militaire américaine en Jordanie avec des missiles balistiques. Tous ont été interceptés. Simultanément, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont frappé des groupes pro-iraniens en Irak. L'Iran a rejeté la proposition de compromis d'Oman concernant la gestion conjointe du détroit d'Ormuz.
Eh bien, les Houthis envisagent d'introduire des frais pour le passage par le détroit de Bab el-Mandeb. Le prix du pétrole augmente sur fond de l'ensemble de ces événements. Trump a publiquement déclaré qu'il était prêt à reprendre les actions militaires si les négociations n'aboutissent pas rapidement. Et cela fait déjà 5 mois que nous entendons ces absurdités. Eh bien, tout semble indiquer qu'une grande guerre est tout simplement inévitable. Sinon, Trump devra faire marche arrière. Mais Trump peut encore changer d'avis, personne ne sait vraiment. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.